Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, la question que je me suis posée est la suivante. Le philosophe est-il le savant du comportement ou bien le névrosé de celui-ci? Est-ce que le philosophe est l'homme qui se penche et s'intéresse au comportement, aux actions des autres? Souvent, on analyse le comportement des autres au détriment d'une introspection. Le stoïcisme en a fait le cœur de sa discipline. Cependant, ce dernier tend plus à la protection qu'à la compréhension. Car en comprenant, je me protège du comportement d'autrui. Mais peut-on cerner cette personne? Peut-on le comprendre de fond en comble? Et donc, l'aider ou l'utiliser? Tout dépend de son éthique. Ou alors, est-ce que le philosophe est celui qui essaye de comprendre l'autre non pas pour l'aider, ni par curiosité, mais plutôt pour justifier son aigreur quotidienne? Il devient la victime expliquée par sa philosophie à partir de l'analyse des autres. Philosophons-nous par curiosité, c'est-à-dire motivés par le même phénomène qui a changé l'histoire de l'homme, mais sans le besoin matériel associé, mais plutôt accompagné d'un besoin immatériel qui est la compréhension de la motivation de son prochain. Nous créons une philosophie dans une société complexe, afin de se protéger, non pas pour protéger. Sous prétexte d'un souci général, des héros se proposent. Mais ces héros sont-ils les premiers insupportés du groupe? À raison ou à tort, ce n'est pas l'altruisme et la supériorité intellectuelle qui les poussent à philosopher, mais bien la frustration de ne pas comprendre pourquoi de tels agissements. Sommes-nous les êtres heureux d'apprendre les frustrés plutôt que les incompris? Et si Carl Jung avait raison, trop de civilisations ont créé des hommes malades. Qui sont les hommes malades? Les philosophes frustrés ou les mauvais agisseurs? Ou peut-être que la création des deux est le début de cette humanité malade. Le cerveau abusif et irrationnel n'aurait-il pas toujours existé, se faisant corriger par une réaction anti-philosophique ou anti-éthique? Depuis quand le cerveau philosophique existe, ne cherchant plus à corriger le comportement immédiatement, mais à rentrer frustré à la maison et écrire sur celui-ci? Si le philosophe était plutôt celui qui se faisait actif, et non passif, plutôt que la passivité connue chez la plupart d'entre eux. Une frustration du souci du bien-être collectif peut effectivement être une raison de philosopher, une raison de la philosophie. Un besoin d'expérimenter les autres peut également en être une autre. Par exemple, Socrate, qui a passé sa vie à se tester en testant, il a été guerrier et donc a perdu cette attache à la réputation. Le don de son énergie physique, aux côtés du risque de la mort, est le summum de ce qu'un cerveau peut encaisser, c'est-à-dire frôler la mort. Et si frôler la mort changeait la perception du dialogue et de l'approche que l'on a de la vie? Quel est le pire entre perdre un combat à main nue et perdre un débat intellectuel? Ceux qui ne connaissent pas l'affrontement physique diront que moralement, c'est le débat intellectuel, mais croyez-moi que non. Quand la fibre musculaire est galvanisée d'acide lactique, le cerveau d'appréhension remplacé par de l'adrénaline, la peur de disparaître alors, sur l'instant T, aucun endroit au monde n'est pire que celui-ci. Socrate a frôlé la mort plusieurs fois, a sauvé la vie de Alcibiade. C'est pourquoi tout se testait dans l'intellect de Socrate. Rien ne se subissait. Le vrai philosophe teste, le vrai philosophe ne subit pas. Après avoir partagé la peur de mourir, même avec la pire personne au monde, il devient votre intime, et vous vous mettez à le comprendre. Discerner l'animal de l'homme, tout en gardant en tête que celui-ci en est un, repose sur un casse-tête philosophique vis-à-vis du comportement à adopter. Dire que l'homme est contre nature quand il abat un sanglier ou une biche est pour moi, dans ce cas précis, l'accusateur qui est contre nature. Ce gibier, il est pour lui ou pour un autre de toute façon. Mais si l'homme conserve sa morale de chasseur d'antan, nous aurons vite fait d'éliminer l'entièreté de notre cantine. Si on a eu la chance d'être supérieurement intelligent et de prendre la première place de la chaîne alimentaire, c'est autant avec l'acquisition que le développement de l'intellect qui nous force à réfléchir. Ni le chasseur qui se nourrit seul, ni le vegan qui se prend d'affection pour un lapin n'est exemplaire. Mais qui est vraiment exemplaire? En partant du principe que l'exemple est celui qui se fait reproduire par tout le monde et donc permet un monde meilleur et paisible. Mais chaque individu, s'il n'existait pas que lui, ferait créer des manques énormes. Le cordonnier n'est pas officier, ni banquier, ni navigateur. En clair, chaque individu appartient à un groupe, détesté d'un autre, sans que ceux-ci sachent
qu'ils sont nécessaires l'un comme l'autre. C'est parce qu'il y a un bon navigateur que le cordonnier expédie, un bon banquier qui l'emprunte. Le pro-chasse et le parti animaliste ne sont ni plus ni moins que deux extrêmes irrationnels et non exemplaires. Mais ces deux idéologies poussent au meilleur de chacun pour s'adapter, car les gens non prononcés sont eux bénéficiaires des deux mondes, élevant une solution basée sur un juste milieu. Donc, on peut penser comme un défenseur des animaux, à juste titre que l'intérêt humain est la motivation principale, mais si la motivation est l'attachement émotionnel à ceci, alors la maladie est en vous. Vous vous faites vivre et être frustré par votre évolution, alors que, sans pour autant se laisser amadouer par un chevreuil, qui vous chargera et vous assainissera de coups de sabot à la première occasion, ni en tuant le premier animal analysé avec son fusil, il est possible d'atteindre un juste milieu. Lequel des deux est frustré ? L'animaliste fasciné par un labrador au détriment d'un membre de sa tribu, ou le chasseur qui se croit encore au paléolithique ? Pour moi, ce sont les deux. La première activité de l'homme est le travail. Non passionnant, mais nécessaire à chacun pour chacun grâce à un travail individuel multiplié, agissant à l'intérêt de chacun. Cette première activité est dite subite, mais naturelle d'un point de vue évolutif. La deuxième activité est l'ensemble des choses effectuées en dehors de cette première. J'ai un message pour vous, si votre deuxième activité n'est pas exemplaire, c'est-à-dire si elle n'est pas reproduisible par 7 milliards d'humains pour cause de mise en danger, de destruction ou d'extinction, alors vous êtes quelqu'un de philosophiquement frustré. Je m'expliquerai un peu plus tard. A-t-on tous chacun la même perception des actes ? Nous voyons le même mouvement. Par exemple, petite situation dans la ville de Paris. On voit deux personnes échanger de l'argent, l'un à l'autre. Ils se sourient et partent. 3 personnes ont vu la scène. Un raconte à ses amis le soir qu'il a vu 2 brigands marchander en pleine rue, en plein Paris, en plein après-midi. Après tout, plus c'est gros, plus ça passe. Le deuxième va malencontreusement voir la scène mais ne pas y prêter attention et oublier. Le troisième va se dire à quel point ses 2 amis ont l'air de s'être bien trouvés et en faire une petite aparté d'amour dans le coin de son cerveau. Le premier va se plaindre de la mauvaise situation, de l'insécurité en général, et donc reposer sa déduction sur une frustration. Le deuxième n'a pas assez d'infos sensorielles pour y réfléchir, et le troisième va vendre sa ville comme étant un havre de paix et d'amour, basant sa déduction sur un idéal. Réagir à l'environnement est primordial, mais automatiser le désintérêt quand il le faut l'est tout autant, voire plus. Le peuple est en majorité réactionnaire sur des faits déduits à partir d'imagination. Seul l'acte réel est source sûre. Donc si l'acte réel ne permet pas de partir d'une base sûre, il est faussé, idéalisé ou frustré. Selon moi, pour développer ce désintérêt, il faut avoir vécu le réel. Et seulement à partir de cela, l'imaginaire basé sur de l'instable n'existe plus. Il faut du concret, et toute réflexion amenant à une décision est basée là-dessus, sur du réel. Est-ce que philosopher tôt est une preuve d'un manque de ce fameux réel ? Oui, clairement. Mais ce n'est pas pour cela que c'est une mauvaise chose. Il faut seulement 1. Le savoir et 2. Créer ce réel, y faire face volontairement, puisque la vie ne semble pas être assez brute pour que ça arrive malgré soi. Après tout, il y a une philosophie parlante pour chacun. Et la philosophie qui parle est celle qui dit ce qu'on est, c'est-à-dire celle qui décrit le mieux sa situation. Est-ce que le philosophe est un frustré ou le détenteur d'un fragment de vérité ? Tout dépend de chacun, de la vie qu'il a menée. Il faut croire qu'une vie monotone à expérimentation réelle, vide, fait des frustrés. Une vie à forte expérimentation réelle fait des expérimentateurs de la pensée, des testeurs et analystes heureux à la recherche d'aucune approbation. Si la vie t'a frappé, fais l'effort de t'intellectualiser. Si la vie t'a gâté, fais l'effort de te frapper. Alors non, si ton comportement ou ta deuxième activité n'est pas reproduisible par 7 milliards d'humains, tu n'es peut-être pas si frustré, car au même titre que pour les marchés, le comportement et le bonheur intimement liés à ce dernier sont soumis à la main invisible d'Adam Smith, faisant d'une foule en désordre un ordre, à partir de l'intérêt individuel de chacun. Mais partir du postulat que, entre guillemets, c'est comme ça, et puis c'est tout,
on verra, n'est pas une option qui me satisfait personnellement. Il faut de tout pour faire un monde, qu'ils disent. C'est vrai, bien que l'anomalie de chacun soit quand même bridée par un besoin d'acceptation de ses concitoyens dans une société. Quand avant on mettait le groupe en danger, on était châtié. L'homme n'est pas fait pour rester seul. Dorénavant, les anomalies n'ont plus à craindre ce châtiment. L'homme ne peut plus risquer d'être seul, c'est fini. Nous conservons ces virus au quotidien du peuple qui paye les activités médicales de ces anomalies. Certains d'entre eux sont peut-être parvenus dans les hautes sphères de la société et de la pensée. Là où on devrait choisir un leader pour ses accomplissements, on choisit des idées, sorties par voie orale et non vécues, chacun se raccordant à des faits historiques non vécus, mais fantasmés. Oublie tout et agis tes idées au lieu de les expliquer. À trop lire, à trop regarder des films, à trop écouter les idées des autres, tu oublies et t'inventes une réalité fictive. Regarde tes pieds, regarde tes mains, regarde ton sexe et regarde devant toi et analyse sans un bruit. Un déchirement se passe sous tes yeux, un chaos incessant pour retrouver un ordre incessant, puis un chaos incessant. L'ordre n'existe-t-il pas que chez nous, sur Terre ? Et nous souffrons de cette discorde. Nous savons que nous ne devrions pas exister. Voilà le fardeau de l'homme, ne comprenant pas pourquoi il est là, mais avec le talent de s'en rendre compte. Quelle expérience quand on y pense. C'est cette instabilité qui nous rend anormal parfois, dans cette petite bulle ordonnée, dans un sac de chaos. Et ce chaos, nous en subissons le harcèlement constamment. Ce qui tord l'esprit encore plus, c'est que nous pouvons, grâce à des recherches avancées, se rapprocher de l'explication du pourquoi sommes-nous comme ça. Donc ce chaos n'est plus si présent que ça, ni impressionnant non plus, quand on explique un procédé qui semblait irréel. Sauf que ce que l'on pensait irréel, c'est bel et bien produit. Nous expliquons les choses, transformant de l'irréel en réel et explicable. Nous sommes peut-être une exception mathématique, dans un monde où statistiquement, nous sommes les exceptions troublant le chaos pour créer un semblant d'ordonnée à nos yeux. Cependant, nous sommes la partie peu probable de l'univers. Les rôles devraient donc être inversés, c'est-à-dire que nous sommes le chaos inexpliqué d'un monde où l'énergie crée et détruit des soleils. Notre terre verte et joyeuse à nos yeux est le fruit d'un échec d'un point de vue du soleil. L'essence même de la Terre et tout ce qui s'y passe est à l'image du comportement des hommes individuels et uniques, dépendant de moments bien précis, à quelle fréquence, combien de temps. Tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve, et entouré de quoi et de qui. Mais ce qui importe, c'est ce qu'il reste. Ce qu'on va faire avec ce qu'on a. De rester rationnel, car les éléments le sont. Peut-être pas les nucléons, mais ça c'est autre chose. Mais le cerveau fait le raccourci par vœu de rationalité. Chacun pense être rationnel, mais tout le monde ne l'est pas. L'exemple du monsieur qui échange de l'argent démontre que les 3 spectateurs agissent rationnellement, mais ne sont pas rationnels de conclusion. C'est donc tout simplement un travail, une habitude, ou subite, ou volontairement infligée, en fonction de votre vie. Force-toi à subir si tu ne subis pas, force-toi à rationaliser si tu subis. Alors chaque cas diffère, mais c'est une piste que je m'impose tous les jours. De là, nous pourrons agir, être actifs et ne pas avoir le cœur qui se serre. En cas de problème, ton cœur doit rester stoïque et ne pas se rétracter. Fais-toi actif via l'intellect et l'entraînement. Sois juste de ton point de vue. Et non d'après le code civil, à la seule exception que tu possèdes le cerveau rationnel. Que ton jugement porte sur une déduction réfléchie, concluant ce qui est et non ce que tu aimerais que ce soit. Pose-toi les questions pour comprendre et corriger selon ton jugement et ton instinct, mais pas pour te rétracter, te recroqueviller entre des lignes imaginaires que personne considérera jamais, car ce qu'on étudie chez ces philosophes frustrés, c'est comment ils en sont arrivés là, et non qu'est-ce qui les a fait en arriver là. Sois le prochain actif et non le prochain passif, sois le prochain Socrate et non le prochain Schopenhauer.